La guerre. La guerre avec ce qu'il s'est dit cette nuit. Pierre Lellouche, au 33e jour du conflit au Moyen-Orient, la situation pourrait prendre une nouvelle tournure. Donald Trump a affirmé ce mardi que les États-Unis quitteraient l'Iran très bientôt. Je vous propose peut-être de voir le sujet de Julia Ferrante et vous me le décryptez, vous me dites ce que vous en pensez. Pour Donald Trump, la guerre pourrait bien être finie d'ici 2 ou 3 semaines. Après plus d'1 mois de conflit intense avec l'Iran, le président américain a viré de bord et a déclaré que les États-Unis pourraient quitter l'Iran, peu importe la situation du détroit d'Ormuz. Nous mettrons fin à la guerre dans 2-3 semaines. Nous allons partir, il n'y a pas de raison de rester. Le problème avec le détroit, c'est que moi je peux prendre une mine, la jeter dans l'eau et dire voilà, ce n'est pas sécurisé. Ou vous pouvez prendre une arme et tirer sur les navires, lancer des petits missiles. Mais ce sera plutôt pour la France ou n'importe qui d'autre. De son côté, Benyamin Netanyahou maintient la position d'Israël à l'occasion d'une allocution télévisée pour les fêtes de Pessah, la Pâque juive. Nous continuons d'écraser le régime terroriste iranien. Nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous et nous atteindrons nos objectifs. Nous avons non seulement renforcé notre alliance avec les États-Unis, mais nous nouons également de nouvelles alliances avec des pays importants de la région pour faire face à la menace commune que représente l'Iran. Peu avant cette allocution, le président iranien affichait une volonté de mettre fin à la guerre. Mais pour ce faire, l'Iran réclame des conditions essentielles, notamment des garanties nécessaires pour empêcher la répétition de l'agression, le versement de compensations financières et un arrêt des hostilités sur tous les fronts. Donald Trump a dit ceci sur son réseau social à tous ces pays qui ne peuvent pas s'approvisionner en kérosène à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni qui a refusé de participer à la décapitation de l'Iran. J'ai une suggestion. Premièrement, achetez aux États-Unis. Nous en avons en abondance. Deuxièmement, prenez votre courage à deux mains. Allez au détroit et prenez-le. Vous devrez apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous ne l'avez pas été pour nous. L'Iran est pour ainsi dire anéanti. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole. Et c'est signé Donald Trump. Analyse avec Pierre Lellouche. Voilà. On a une situation qui est très, très mouvante et très complexe, en partie à cause du président américain qui n'arrête pas de changer de position, de dire qu'il y a des négociations, que les négociations vont bien, que ça ne sert à rien les négociations, je m'en vais dans 15 jours, etc. C'est un peu compliqué à suivre. Il est sous la pression de la situation intérieure du pays. On vient d'atteindre le seuil fatidique de $4 le baril, le gallon, c'est-à-dire 4 litres pour l'automobiliste américain. C'est un seuil magique. Au-delà de $4, il est en danger politique aux États-Unis. Donc il a besoin d'annoncer quelque chose pour dire que ça va se calmer. Deuxièmement, je crois que mais on n'est pas dans la pièce où il y a les analyses du renseignement militaire, ni dans la pièce où il y a le président américain. Mais ce que je comprends, c'est qu'on est en train de rentrer dans la phase finale des missiles et des drones iraniens. Il y a une chute vertigineuse du nombre de missiles tirés par l'Iran, de moins de 90%. Donc il leur reste un petit nombre de lanceurs et de missiles. L'idée, c'est de dépouiller ça dans les 15 jours qui viennent. Dès lors que les Iraniens n'auraient plus de missiles, là, on est dans une autre phase. Après, il y a ce que vous avez entendu côté iranien, le président Pachkian. Sauf que le président n'a aucun pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en Iran, ce sont les gardiens de la révolution. Lui laisse entendre qu'il est prêt à négocier. Mais les gardiens de la révolution, non. Donc, ce qui va se passer dans les 2-3 semaines qui viennent, c'est de voir si vraiment le niveau de frappe iranienne continue à baisser. Et à partir de là, le régime iranien devient vraiment vulnérable. C'est, je pense, ça qui dicte la position actuelle des États-Unis. Mais encore une fois, je ne suis pas dans la pièce où il y a les renseignements militaires qui arrivent avec voilà ce qu'il leur reste comme munitions. Écoutons Donald Trump. Vous avez vu que ce qui se fait en ce moment, c'est de taper la fabrication de missiles et de drones. Écoutons Donald Trump. Nous terminons le travail, a-t-il dit. Nous terminons le travail maintenant et je pense que d'ici 2 semaines, peut-être un peu plus, nous aurons terminé. Mais l'on veut pouvoir tout détruire. C'est possible qu'on arrive à un accord avant ça. Il y a certaines choses qui se mettent en place. Mais finalement, ça n'a pas tellement d'importance qu'ils se mettent à la table des négociations. Ça leur prendra 15 à 20 ans de reconstruire ce qu'on leur a détruit. Ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus de forces aériennes, plus de marine, plus de télécommunications, plus de système anti-aérien. Ils n'ont même plus de dirigeants. Leurs dirigeants sont tous morts. C'est pour ça que nous nous dirigeons vers un changement de régime.
Alors Vite. après, si vous le permettez, après il reste le golfe de Hormuz et il reste la relation avec les États-Unis. Dans les deux cas, on va avoir un problème. Si le golfe reste sous contrôle iranien, ils tiendront l'économie mondiale là. La jugulaire de l'économie, elle est là. Il est impensable de laisser le golfe de Hormuz dans la propriété de l'Iran. C'est ce que les gardiens de la Révolution revendiquent. Ça changerait tout. C'est la deuxième bombe atomique, si vous voulez. Donc ça, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et à un moment, les Européens devront prendre leurs responsabilités, avec les Asiatiques d'ailleurs, puisque comme les Américains disent, nous, ce n'est pas notre pétrole. On a plein de pétrole et plein de gaz. Donc débrouillez-vous. Pierre Lellouche est avec nous, ancien ministre spécialiste de la politique internationale, et il nous décrypte effectivement un sujet qui n'est jamais facile à décrypter et qui demande beaucoup de connaissances. Pete Hegseth, qui est le secrétaire d'État à la Défense, a expliqué qu'il n'y avait... À la guerre, oui. À la guerre, a expliqué qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires pour l'Iran. Et vous l'avez peut-être entendu ce matin dans la matinale de Romain Desarmes. Mais je voulais vous faire écouter Marco Rubio, parce que maintenant, c'est quid de l'OTAN. Que va devenir l'OTAN? Et c'est une question qui, évidemment, nous importe au premier chef. Écoutez Marco Rubio. Je pense donc qu'il ne fait aucun doute, malheureusement, qu'une fois ce conflit terminé, nous devrons réexaminer cette relation. Nous devrons réexaminer l'intérêt de l'OTAN et cette alliance pour notre pays. En fin de compte, c'est au président Trump qu'il revient de prendre cette décision et il devra le faire. Nous allons mener cette mission à bien. Mais je pense malheureusement que nous allons devoir réexaminer si cette alliance, qui a bien servi notre pays pendant un certain temps, remplit toujours son rôle, ou si elle est désormais devenue une voie à sens unique, où les États-Unis se trouvent simplement dans une position où ils doivent défendre l'Europe. Mais lorsque nous avons besoin de l'aide de nos alliés, ils vont nous refuser les droits de stationnement et ils vont nous refuser le survol de leur territoire. Il y a un divorce, notamment entre la France et les États-Unis, sur ce sujet. Pas que. L'Espagne, l'Italie même, Mais vous trouvez que la l'Angleterre. France a, entre guillemets, raison? Non. Franchement, non. La France aurait dû accepter... Je vais vous dire, moi je ne suivrai pas aveuglément M. Trump, d'ailleurs qui de frais, il dit tout et le contraire de tout. Mais je veux dire, on est dans une situation de guerre où les intérêts de l'Europe sont aussi en jeu. Hormuz, c'est aussi encore une fois, laisser Hormuz aux Iraniens, c'est une folie pour les Européens. Ce serait une folie. Donc notre intérêt, c'est que ça fonctionne. Bon. Ajouter une division avec les États-Unis, au moment même où d'ailleurs on demande aux États-Unis de nous aider sur l'Ukraine. Comment voulez-vous demander aux Américains de nous aider sur l'Ukraine en disant on est neutre au Moyen-Orient? Il y a un problème. Politiquement, c'est juste pas jouable. Bon, Elisabeth Lévy veut dire... J'ai une question. Elisabeth Lévy Est-ce qu'il est envisageable qu'à la fin de tout ça, parce que vous avez parlé de l'affaiblissement du régime, mais que dans le fond, l'affaiblissement, sa capacité à tirer des missiles balistiques donc à menacer ses voisins, soit réellement très affaibli, mais qu'il se maintienne en interne avec une capacité de répression, tout simplement. Est-ce que c'est ça C'est possible, personne ne sait ce qui va se passer, mais je pense qu'ils sont affaiblis. Pour l'instant, les gardiens de la Révolution, qui sont les alliés de Khamenei depuis le début. Khamenei a succédé à Khomeini avec l'alliance des gardiens de la Révolution. Et le régime est devenu un régime extraordinairement répressif à cause de ça. Écoutons le pape qui espère la fin de la guerre. On m'a dit que le président Trump a récemment déclaré qu'il souhaiterait mettre fin à la guerre. Espérons qu'il cherche une porte de sortie. Espérons également qu'il cherche un moyen de réduire le niveau de violence et de bombardement, ce qui constituerait une contribution importante à la disparition de la haine qui est en train de se créer et qui ne cesse d'augmenter au Moyen-Orient et ailleurs. Je continuerai certainement à lancer cet appel à tous les dirigeants du monde pour leur dire « Revenez à la table du dialogue. Cherchons des solutions aux problèmes. Cherchons des moyens de réduire le niveau de violence que nous alimentons. » C'est peut-être un vœu pieux, mais il faut entendre évidemment la parole du pape. Les forces américaines au Moyen-Orient, Augustin Donadieu. Ils sont déjà des dizaines de milliers. Au cœur du Moyen-Orient, répartis dans toute la péninsule arabique, les États-Unis ont déployé entre 40 et 60 000 de leurs soldats. Principal objectif, menacer l'Iran d'une invasion terrestre. Nous n'allons écarter aucune option.
Vous ne pouvez pas mener et gagner une guerre si vous dites à votre adversaire ce que vous êtes prêt à faire ou pas prêt à faire, y compris des troupes au sol. Notre adversaire pense actuellement qu'il existe 15 différentes manières avec lesquelles on pourrait s'en prendre à eux avec des troupes au sol. Et devinez quoi? C'est vrai. Et pour cause, en mer comme dans le ciel, les États-Unis disposent de moyens considérables. En plus des 2 porte-avions déjà présents dans la région, pas moins de 2500 marines sont rejoints les forces spéciales et la mythique 82e division aéroportée, connue pour avoir participé au débarquement sur les côtes normandes ou plus récemment pour ses activités en Irak, en Afghanistan et en Ukraine. Si aucune attaque terrestre n'a jusque-là été annoncée, les médias américains parlent d'une possible arrivée de 10 000 soldats supplémentaires. L'île de Karg reste la cible la plus probable. Bon, je ne sais pas si vous avez une analyse sur la possibilité d'intervention au sol ou pas. Peu probable, sauf peut-être pour l'île. Non, le sujet, c'est de casser les missiles et les drones, et ensuite de voir si le gouvernement bouge. Et éventuellement, mais c'est très, très, très théorique qu'ils aillent au sol pour l'instant. Une journaliste américaine a été enlevée mardi en Irak par un groupe pro-Iran présumé, a annoncé Washington, alors que la situation sécuritaire se dégrade dans le sillage des frappes israélo-américaines contre l'Iran. Vous allez voir d'ailleurs cette image où vous voyez en fond d'écran cette jeune femme qui est poussée dans une voiture. Un individu ayant des liens avec la milice Kataeb Hezbollah, alliée de l'Iran, et présumé impliqué dans l'enlèvement, a été arrêté par les autorités irakiennes. La jeune femme s'appelle Shelly Kittleson. Elle a été identifiée. Elle collabore notamment avec le site spécialisé sur le Moyen-Orient Al Monitor. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Bien sûr. Ce dernier a appelé à sa libération immédiate. Et dans un communiqué, RSF, Reporters sans frontières, s'est dit évidemment pour sa part très préoccupé. Et selon l'International Women's Media Foundation, une ONG, Shelly Kittleson est une journaliste reconnue, spécialisée sur le Moyen-Orient, et elle est basée à Rome. Ça, c'est un signe des efforts que font les Iraniens pour tirer l'Irak à l'intérieur de leur guerre. Ils multiplient les frappes contre les soldats américains, contre les journalistes. Il y a eu plus d'une centaine de frappes par des missiles, des milices chiites irakiennes. Donc l'Iran essaye de tirer l'Irak à l'intérieur de la guerre, comme il a tiré le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. Ils nous ont tué un soldat d'ailleurs. En Iran, en Irak, ils nous ont tué. Et en Israël, il y a eu des blessés. Il y a eu une attaque avec 14 blessés, mais c'est aussi Pessah qui commence, la Pâque juive, début de ce soir. C'est une grande fête du judaïsme qui commémore la sortie des Hébreux d'Égypte, un événement central raconté dans la Bible hébraïque, notamment dans le livre de l'Exode. C'est pas toujours le cas que la Pâque juive tombe avec la Pâque chrétienne. Souvent, mais à quelques jours. Mais c'est pas c'est un calendrier, c'est un calendrier lunaire. Parce que voilà, Pâques peut être entre le 25 mars et jusqu'au 5 mai. Et Pessah bouge aussi. Voilà, donc alors c'est très rare que Pâques soit en mai, mais il y a une possibilité, ça peut être quasiment sur un mois. Et c'est la fête de la liberté. Des fêtes du printemps qu'on retrouve dans des traditions très anciennes. C'est pour ça que vous retrouvez Nowruz en Iran, le Ramadan, qui lui peut bouger davantage, mais en général, Pessah et Pâques, c'est à peu près au même moment, ce sont les fêtes du printemps en fait. Bon, alors je vous propose de voir un sujet qui est commenté. Marine Lançon va me le dire par qui il est commenté, ce sujet. Est-ce que... non, elle ne me le dit pas. Donc voyons le sujet. Mattea Sarafenzari. Sarafenzari, vous voyez le sujet des Pâques juives. Depuis 9 mois, Samuel vit en Israël. Il avait prévu de passer Pessah, la Pâque juive, en France, avec ses parents et ses frères. Mais la guerre a éclaté. Ça fait 18 ans que je passe tous les ans, à la même période, les fêtes de Pessah chez ma famille. Voilà, cette année-là, ça va être compliqué pour moi. J'ai pas pu rentrer voir mes proches. Étudiant en classe préparatoire, ses examens étaient prévus le 29 mars dernier. Ils ont été reportés au 24 avril en raison de la guerre. Si certains de ses amis sont rentrés en France, Samuel ne veut pas gâcher son année d'études. Si jamais j'arrive à aller en France, c'est prendre un gros risque puisque je risque d'être bloqué en France et ne pas pouvoir revenir pour passer mes examens et donc louper mon année, mes examens et perdre une chance de réussir.
Malgré tout, Samuel garde le sourire. Dans la vie, je sais très bien qu'il faut se débrouiller, donc je vais forcément y arriver, je vais forcément passer de très bonnes fêtes parce que c'est comme ça chez nous. Avec les fêtes de Pessah, les Israéliens craignent une intensification des frappes de la part de l'Iran, mais aussi du Hezbollah et des Houthis. Le commandement du front intérieur a d'ailleurs annoncé qu'il n'y avait aucune levée des restrictions. Sujet de Régine Delfour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la guerre ce matin, avec ces infos qu'on a pu développer avec vous. Marine Le Pen s'est exprimée sur cette guerre. Donald Trump, manifestement, n'a pas mesuré totalement l'efficacité de son intervention. En réalité, nous apercevons même que pas grand-chose n'a été préparé. Alors, ça, j'ai toujours du mal à imaginer, par exemple, que Donald Trump n'ait pas pensé au détroit d'Ormuz. Je n'imagine pas cela. Je crois jamais à quelque chose qui n'était pas préparé à ce niveau d'intervention américaine. Peut-être qu'il avait les éléments, on lui a apporté les éléments. Généralement, je parle sous le contrôle de Pierre Lelouch, mais généralement, on apporte au président, au décisionnaire, tous les éléments. Ensuite, il décide. Peut-être qu'il avait surestimé, sous-estimé certains des aspects, des répercussions du conflit. Ces frappes ont été faites à l'aveugle, a dit Mme Le Pen. L'objectif qui était moralement parfaitement admissible d'obtenir une libération du peuple iranien est un objectif qui ne sera pas rempli. Non. Il faut donc à tout prix sortir de cette guerre qui a des conséquences catastrophiques. C'est très difficile quand même pour les Olivier de Lagarde de commenter une situation dont en fait assez peu de gens ont des véritables informations. Ce qui est intéressant, c'est la distance que prend Marine Le Pen par rapport à Donald Trump. Oui, vous avez raison. Elle a été longtemps accusée d'être finalement très proche de Donald Trump. Aujourd'hui, le président américain est devenu radioactif. Sa cote de popularité en France, même au sein des électeurs du Rassemblement national, est très faible. Donc l'idée, c'est quand même de prendre ces distances. Elle était accusée par qui ? En fait, la question, c'est ça. Qui accuse Marine Le Pen de cette proximité ? Parce que je rappelle quand même que ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'étaient à l'investiture de Donald Trump. Je rappelle également que lorsque Nicolas Maduro a été capturé au Venezuela, ils avaient pris déjà leur distance. En fait, ils ont une position assez constante sur ces sujets-là, qui est, on va dire, du souverainisme classique. Avec certains diraient de l'anti-impérialisme. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas avec une ligne très gaullienne. Il y a une interview dans Le Parisien de Mme Le Pen. Elle s'est exprimée évidemment sur la guerre, mais aussi sur son élection possible. Ou sa non-élection. Elle ne veut pas aller à Matignon. Non, elle ne veut pas aller à Matignon. Elle trouve que c'est un lot de consolation. Je ne suis pas à la recherche d'un lot de consolation. Et je me faisais la réflexion en lisant cette interview, c'est pas la première fois qu'elle le dit, on n'a pas d'exemple dans l'histoire politique française de passation comme celle qui pourrait se produire entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Parfois, on parle de responsables politiques qui s'acharnent dans leurs ambitions personnelles, qui ont du mal à lâcher leur mandat de maire, de député, etc. Là, quand même, on va peut-être assister, on verra le procès évidemment, mais on va peut-être assister à une passation qui est quand même inédite. Et moi, j'ai jamais vu ça, et ça semble, en tout cas en apparence, et de ce que nous on sait, ça semble plutôt se passer de manière convenable, ce qui est rarement le cas, même, qui est jamais arrivé en fait. C'est-à-dire qu'il y a même quelque chose d'assez noble chez elle, de faire passer son intérêt personnel, parce que c'était quand même l'aventure de sa vie. Elle pense que la France passe avant cette aventure personnelle, et elle se pliera à la décision de la justice. Ça, c'est une première lecture possible. La deuxième lecture possible, c'est de dire qu'elle n'en a pas vraiment envie. Elle n'a pas ce que Nicolas Sarkozy pouvait avoir, François Mitterrand pouvait avoir, et d'autres, c'est-à-dire cette envie irrépressible d'avoir le pouvoir. Je ne crois pas trop à cette lecture-là. Chacun choisit. Elle a quand même concouru plusieurs fois, elle y a consacré toute sa vie, avec les coups qu'elle a reçus. Enfin, j'aurais du mal à me dire que finalement, elle n'en a pas tellement envie. Alors, oui. Il y a peut-être aussi un message, un message entre guillemets judiciaire. Par rapport, n'oublions pas que là, les magistrats sont en train de travailler sur le délibéré qu'ils vont rendre. Oui. Donc, c'est aussi un message pour dire, écoutez, moi, je suis en retrait. Oui, mais si la justice est autant politisée qu'on le dit, elle devrait permettre à Mme Le Pen de pouvoir se présenter parce qu'elle est moins haute dans les sondages que Jordan Bardella. Oui, ou à l'inverse, on peut dire, puisqu'il y a une solution de repli, la justice peut dire, écoutez, on n'a pas d'impact sur la campagne. Ça va être intéressant, puisque Jordan Bardella, a priori, alors tout ça, les sondages... C'est très hypothétique. Ce qui est marrant, c'est que vous n'envisagez pas qu'il décide en droit. Non, c'est pour ça que j'ai dit si. Je le crois pas. Bien sûr. Mais de toute façon, disons-le, nous l'avons dit, nous le redisons, c'est au peuple français de décider. C'est pas aux juges de décider l'élection présidentielle. Ils l'ont fait déjà avec M. Fillon, et on voit les conséquences avec Emmanuel Macron, 2 fois 5 ans. Ils le referaient cette année, ça suffit. Ils l'ont pas fait pour M. Grégoire.
Oui, alors oui, après l'élection, j'ai vu que le pardon, parquet national financier était intervenu hier auprès d'Anne Hidalgo après l'élection. C'est extraordinaire ça quand même. Exactement. Mais bien sûr, c'était comme Moscovici qui donnait les informations après le vote. Ah oui, pour la loi immigration, le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration, bien sûr. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Ces gens sont formidables d'ailleurs. Ces gens sont absolument formidables. Et puis on se nomme les uns les autres, les copains, les coquins. C'est Mme Pégard qui a été nommée ministre de la Culture. Bon, tout le monde sait que Mme Pégard... Comment ? Je dis hôtellerie-restauration. C'est-à-dire hôtellerie-restauration. Le week-end pour le président et madame. Elle était le majordome des Macron, c'est ce que vous voulez dire. Elle faisait l'accueil le week-end. Mais pourquoi ça ? Expliquez-moi ça. Elle était à la tête de Versailles. Du domaine de Versailles. Et donc quand ils allaient à la lanterne, donc elle faisait hôtel et voilà. Oui. Donc elle les a. Hôtellerie-restauration. Oui, donc ça mène bien. Mais de luxe quand même. Quand même. Ça mène au ministère de la Culture quand même. Oui, non, mais c'est bien. On se nomme les copains et puis vous allez voir tout ça. Pas grand-chose de changé depuis l'ancien régime, vous voyez. Non, mais c'est bien. Sa première intervention, ça a été pour dire du mal de notre chaîne à Madame Pégard. On va en reparler. Bon, que dites-vous, Elisabeth ? On va reparler de cette affaire de CNews. Ah ben évidemment qu'on va en reparler. D'ailleurs, si nous, on n'en parle pas, d'autres en parlent pour nous. Donc, soyez-en certains. Mais avant cela, peut-être les carburants, face à l'inquiétude liée à la flambée des prix des carburants. C'est ça le sujet, oui, parce que quand on en parlait tout à l'heure des 3 semaines qui viennent, et que se donne le président américain pour voir si le régime s'effondre. Pendant ces 3 semaines, c'est une révolution économique qui est en train de se passer dans le monde entier, qui touche en priorité l'Asie, mais nous, on subit déjà les conséquences d'un certain nombre de métiers, transport, pêche, agriculture. La colère est en train de monter et le gouvernement n'a pas un rond pour calmer le jeu. Les éoliennes ne vont pas nous sauver. 3 semaines vont être très longues. Très longues. Pas si bien dire. Les éoliennes vont nous sauver. Cette nuit, on a appris, il y a une dépêche AFP qui est tombée cette nuit. Déjà, c'est assez particulier comme timing, dans laquelle on apprend que Matignon prévoit d'utiliser le surplus de taxes. Donc déjà, ils admettent qu'il y a un surplus de taxes lié à la hausse des prix du carburant. Ce surplus va servir à électrifier l'économie. Pour donc, le nucléaire, électrifier, ça, bien évidemment, bien sûr. Ça va servir à la voiture électrique, aux pompes à chaleur, etc. Donc en fait, il y a un agenda politique qui va être rempli grâce à cette hausse des taxes. Donc, quand certains disaient qu'il y avait des profiteurs de crise, là c'est très important. Ce qui va se jouer ce matin à Matignon, c'est l'utilisation des taxes pour électrifier l'économie. Et monsieur Lescure, il est au courant, ça y est, il sait comment ça se passe. Il semble être au parfum cette fois-ci. Voilà, il saura... Il sera peut-être mieux que sur les stocks de. C'est la semaine pascale, un peu de charité. Oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Voyons quand même le sujet de Nicolas Roger sur le carburant face à l'inquiétude liée à la flambée des prix. Certaines stations d'essence vont faire face à des pénuries. Cette station-service en Mayenne n'a plus de gazole à vendre. Son cas est loin d'être unique en France. À travers le pays, sur près de 11 000 stations-service, plus de 1000 sont confrontés à une pénurie de carburant. L'enseigne Total Energy est essentiellement touchée, elle qui a bloqué ses prix autour de 2 € le litre. C'est vrai que dans les petites stations, c'est affolant quand même les prix, parce que juste à côté, là-bas, c'est 2,34 €. Total Energy a indiqué prolonger le plafonnement des prix dans ses stations-service jusqu'au 7 avril. Chez les autres enseignes, comme Esso ou Avia, le coût à la pompe continue de grimper et inquiète les automobilistes. Enfin, les salaires n'augmentent pas, alors que le carburant augmente. À un moment, ça va poser problème pour beaucoup de gens, quoi. Du coup, c'est pas le même pouvoir d'achat, etc. Donc c'est inquiétant quand même. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le prix moyen du gazole en France s'est établi à 2,19 € le litre. Pour le moment, le gouvernement de Sébastien Lecornu exclut toujours une baisse des taxes sur les carburants. Le diesel n'a pas été aussi haut depuis 1985.